Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un update lecture et un update lecture assez conséquent parce que j'ai décidé de regrouper toutes mes dernières lectures. Donc j'ai 7 livres à vous présenter. Ça fait du bien, on va pas traîner, j'aurais pu couper cette vidéo en deux mais je me suis dit allez, tu sais quoi, t'es lancé, tu fais une vidéo, ça ira. Vous dites toujours que mes vidéos sont un peu courtes, eh ben pour le coup celle-là elle durera plus longtemps. Je commence avec le tome 1 des voleurs de fumée de Sally Green. Alors celui-ci je l'ai acheté et j'ai voulu le lire parce que je me disais que ça serait un petit peu à la Six of Crows parce qu'on a en fait 5 personnages qu'on suit qui vont se croiser, qui vont faire équipe, etc. Et je me suis dit bon, c'est peut-être un petit peu comme Six of Crows et pas tant que ça en fait puisque les personnages... Il n'y en a que certains qui se croisent et ils ne se retrouvent tous qu'à la fin. Alors d'un côté je me dis ça peut être sympa pour le tome 2 et 3, de l'autre j'ai pas autant adhéré qu'à Six of Crows donc je ne sais pas encore si je lirai la suite. Pourtant ça fait un moment hein, que je l'ai lu celui-là. Mais j'hésite toujours. Alors il m'a plu, j'ai trouvé l'univers assez intéressant parce que on va suivre dans un royaume, donc c'est de la fantasy, on va suivre plusieurs personnages qui comme ça ont tous un lien avec ce qui s'appelle la fumée de démons, plus ou moins étroitement. Et moi celle que j'ai préféré suivre c'est les deux personnages féminins, la princesse qui n'a pas très envie d'épouser le prince du royaume voisin et qui va un peu se rendre compte qu'il y a plein de choses derrière cette union. J'ai beaucoup aimé la chasseuse de démons qui est la plus jeune de toutes puisqu'elle a une treizaine d'années, mais je l'ai trouvée super intéressante. C'est une orpheline qui a été récoltée. Dans ma tête j'ai le mot récolté, pas du tout. Enfin vous avez compris quoi, qui a été prise sous son aile par un chasseur de démons. Et en fait elle joue un petit peu l'appât pour lui à chaque fois pour qu'il puisse chasser les démons et récupérer leur essence en fait, ce qui s'appelle la fumée de démons. Il y a ensuite un soldat qui est amoureux de la princesse dont j'ai parlé juste avant. Et deux personnages qui vont se rencontrer comme ça, un qui est le fils caché d'un roi, le fils illégitime quoi, et l'autre qui le sait et qui va essayer de lui tendre un petit peu un piège pour le ramener vers le royaume ennemi parce qu'il y a la guerre qui est déclarée en même temps. Ah, bref, il y a quand même assez d'action, je trouvais ça intéressant. Quand j'en parle comme ça, je me rappelle un petit peu du coup les éléments de ce livre et je me dis quoi, franchement il était vraiment bien. Après, le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que, contrairement à Six of Crows où ils sont tous ensemble et on les voit interagir souvent, donc en fait on les perd jamais de vue, le temps de passer d'un personnage à l'autre, vu qu'il y avait certains personnages qui me plaisaient un peu moins, il y avait certains chapitres où pour le coup j'étais moins impliquée, et du coup je me dis que j'ai bien aimé, mais sans plus. Alors je suis quand même curieuse de savoir où l'histoire peut mener. De l'autre côté je me dis bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer? N'hésitez pas à me dire si vous avez lu la trilogie, ce que vous en avez pensé, parce qu'elle est sortie intégralement en français en plus. Parce que je vous dis j'ai bien aimé. Je m'attendais pas d'ailleurs à ce que ce soit aussi sombre et aussi gore, parce que clairement dès le premier chapitre on a droit à une exécution, donc on voit où on met les pieds. Si adulte en fait, effectivement dans le rayon Acultura où je l'ai trouvé, il n'était pas au rayon young adulte, il était au rayon fantasy adulte. Donc ceci explique peut-être cela. En tout cas, je ne sais pas du coup si je lirai la suite. Je pense que oui quand même, et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu la suite, si elle est aussi bien, si elle est mieux. Je crois, quand j'ai posté un avis très rapide là sur Instagram, qu'on m'avait répondu que justement le tome 1 était assez introductif mais que par la suite ça s'améliorait. Donc si c'est le cas, ça peut être cool parce que quand même je trouve qu'il y a du potentiel derrière cette histoire. Ensuite, après ça, après cette lecture un peu plus sombre, un peu plus complexe, j'avais envie d'une romance et j'attendais cette sortie comme le messie. C'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, tout simplement parce qu'elle a été la gagnante du Rita Award de je ne sais plus quelle année.
Et généralement ce sont de très très bonnes romances. Donc c'est une romance contemporaine qui se passe dans le milieu universitaire scientifique. Donc déjà c'est cool parce que ça arrive pas très souvent, le milieu de la recherche. Et en fait on va suivre une étudiante en doctorat qui va se retrouver impliquée dans une relation avec un des... Alors, je sais pas comment on peut dire ça, est-ce que c'est... Ouais, c'est un prof, hein, ouais, avec un prof très reconnu. En fait, elle va faire croire à sa meilleure amie qu'elle sort avec quelqu'un et elle va se retrouver, parce qu'elle va croire qu'elle arrive là dans les couloirs, à embrasser le premier venu. Et le premier venu, il s'avère que c'est ce fameux prof qui lui aussi, en fait, va... trouver un intérêt à avoir une fausse relation, même si c'est avec une étudiante. C'est pas vraiment une étudiante, vous voyez, comme elle est doctorante, elle est majeure depuis très longtemps, donc il n'y a pas d'interdit entre prof et étudiant, enfin bref. Et du coup ils vont passer une sorte de marché où ils vont faire semblant d'être en couple, aux yeux de la communauté universitaire, chacun y trouvant son propre intérêt. Elle pour qu'on la laisse tranquille, et lui par rapport à des histoires de financement, etc. Je rentre pas dans les détails, vous verrez par vous-même. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas lu une aussi bonne romance. Oh, c'était trop bien, mais trop bien. C'est un vrai coup de cœur ce roman. Vous savez, il y a des livres, à peine on lit les 10 premières pages, on sait qu'on va kiffer. Ben clairement on y est, ça c'est d'une traite, j'ai adoré les personnages. Lui il est froid, il est distant, il est maladroit, il est très taiseux, mais il est hyper attachant en même temps. Et elle est drôle, elle fait plein de bévues, bavures. Voilà, elle dit tout ce qu'elle pense, il n'y a pas de filtre et c'est génial. Franchement c'est vraiment chouette. En plus le fait que ça se passe dans le milieu universitaire, de la recherche médicale, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs. Donc énorme coup de cœur pour cette histoire. Franchement si vous cherchez une bonne romance contemporaine qui est drôle, parce que moi j'aime, en fait je me rends compte que mes romances contemporaines préférées, enfin mes romances préférées dans tous les cas, c'est où il y a un mélange équilibré, parfait entre le swoonesque qui te fait vibrer, le côté humour avec des personnages qui s'échangent des répliques, des situations, ce que vous voulez, et le côté un petit peu piquant qui vous fait vibrer dans le sens ça vous transporte quoi, vous voyez. Et clairement on y est, donc foncez si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une super romance. Une autre romance, mais qui est aussi de la fantasy, franchement c'était un très bon équilibre entre les deux, c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Celui-là je me le gardais pour la période de Halloween, du mois d'octobre, et c'est au mois d'octobre que je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai acheté le tome 2 hein, dans la foulée. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, parce que le tome 3 n'est toujours pas sorti en VF pardon, il est sorti en VO mais pas en VF, et j'ai peur que si j'enchaîne et que je lis le tome 2 dans pas longtemps, mais que le tome 3 sorte bien plus tard, j'oublie. Donc je vais attendre un petit peu encore et je vais voir quand sera annoncé le tome 3, parce que c'est sûr que pour le coup celui-là je lirai la suite. C'est une histoire entre Louise qui est une sorcière qui a fui son clan, et Reid qui est un chasseur de sorcières assermenté par l'église en fait, qui vit dans une sorte de... je me rappelle plus comment ça s'appelle, une sorte de caserne, enfin bref, avec les autres chasseurs. Et en fait Louise elle va se retrouver, enfin ils vont se retrouver dans une situation qui va les obliger en fait à se marier, elle parce qu'elle a un petit peu la corde au cou, et lui parce que il s'est passé quelque chose qui fait que tout le monde les a vus faire quelque chose, et s'il ne se marie pas avec elle, c'est... ça jetterait le blâme sur l'église et sur les autres chasseurs de sorcières. Alors que on est dans une société où les sorcières sont traquées parce qu'elles sont brûlées, on est en pleine chasse aux sorcières quoi. Et c'est super intéressant. Louise, enfin Lou, elle essaye d'être la plus discrète possible, parce que certes c'est une sorcière, mais elle utilise très peu ses pouvoirs parce qu'elle essaye de fuir sa communauté, parce qu'il s'est passé quelque chose et que elle doit à tout prix éviter qu'on la reconnaisse, et du coup elle va essayer de faire bon gré mal gré de ce mariage en se disant que ok c'est un chasseur de sorcières mais il sait pas qu'elle est une sorcière, donc elle va profiter en quelque sorte de sa protection en vivant avec lui. Bref, vous imaginez bien. Alors
J'ai beaucoup aimé les personnages. Raid, c'est un peu le mode, vous savez, le chasseur hyper droit dans ses bottes, qui suit les ordres, qui est très... qui cherche à faire ce qu'on lui dit, mais qui en même temps est un peu perturbé par cette fille qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait rire, Lou. Je m'attendais pas à un personnage comme ça. Elle est vulgaire, elle chante des chansons paillardes sans arrêt. C'est très drôle en fait, parce que lui il est un peu coincé et elle est en mode wouh, libéré, délivré. Et c'est vraiment, ça fait un bon mélange. Et à la fois c'est un roman assez sombre parce que ben, on est en pleine chasse aux sorcières comme je vous disais, et il se passe plein de trucs, pas très génial ni pour les sorcières ni pour l'église et la société de manière générale. Il y a des meurtres, il y a vraiment pas mal de choses en fait dans cette histoire. C'est un condensé de pas mal d'univers et c'est ce que j'ai bien aimé franchement. Je m'attendais à un truc bien et j'ai pas été déçue, voilà, donc c'est cool. Vous savez, il y a des livres qui valent pas du tout la hype qu'il peut y avoir autour de leur sortie, et attendez, bougez pas, hop là, ces deux-là, pour le coup, moi je trouve qu'ils valent vachement la hype qui a eu autour de leur sortie. Bon, celui-là beaucoup plus en VO, hein, enfin dans le monde anglo-saxon, puisque c'est de la romance et qu'on en entend un peu moins parler en France, alors que la fantasy, young adult c'est plus à la mode en France, donc, mais en vrai, tous les deux on en a beaucoup vu, enfin on les a beaucoup vus passer sur Bookstagram, etc. Parce que moi j'aime bien suivre aussi les comptes anglo-saxons. Bref, je suis en train de m'enfoncer. Du coup je disais que je les ai beaucoup aimés tous les deux. Et franchement celui-là il est très chouette. Autant si vous aimez la fantasy que les histoires de sorcières, que les romances. Allez-y, vous serez pas déçus je pense. Celui-ci, je me le gardais pour la période de Halloween et j'ai vraiment bien fait parce qu'on était bien dans une ambiance un peu sombre. C'est Galant de V.E. Schwab. Alors, c'est, je pense, c'est pas du young adult, je dirais que c'est du middle grade plus, c'est de la jeunesse, parce que l'héroïne, elle a entre 14 et 16 ans, c'est pas dit exactement. Et donc les personnages sont assez jeunes, mais c'est du V.E. Schwab, donc en fait c'est un récit de qualité qui fait que ça peut être lu par n'importe quel âge, hein, clairement. Hein. Et là on est dans un univers très spécial et je trouve que vraiment cette auteure elle est incroyable pour ça, c'est que notamment dans ces tomes uniques, parce que là il n'y a pas de suite, hein, c'est vraiment un livre unique, elle arrive à créer des atmosphères différentes d'un livre à l'autre et je trouve ça vraiment chouette. Ici on est dans un univers un peu creepy, je sais pas comment le dire autrement, franchement c'est exactement le mot. On va suivre Olivia qui est une jeune orpheline qui vit dans une orphelinat tenue par des bonnes sœurs, etc. Et un jour elle va recevoir une lettre de son oncle qui lui dit qu'elle est la bienvenue à Galant. Galant, elle connaît pas du tout ce que c'est, elle sait juste que elle connaît ce nom parce qu'elle a en fait le journal intime de sa mère, c'est le seul objet qui lui reste de sa famille dont elle ne sait rien en fait, hein, qui est un peu obscur, et notamment il y a un passage qui lui dit tiens-toi éloigné de Galant, voilà. Et parce que sa mère parle à sa fille à travers une sorte de lettre, enfin dans le journal, c'est la dernière page du livre. Elle s'adresse à elle et ensuite elle est décédée peu de temps après quand Olivia était encore un bébé. Donc Olivia, ben, elle se dit chouette, j'ai finalement une famille, je vais y aller quand même. Et Olivia, elle est un peu particulière parce qu'elle voit les ghouls et les fantômes et les ombres comme ça des demeures en fait, dans les endroits. Elle voit quand c'est hanté, ouais, on peut dire ça, on parle de ghouls en fait, c'est très flippant quand c'est décrit parce que c'est des sortes d'ombres qui sont dans le coin de notre champ de vision. Je trouvais ça génial en fait. Et que si tu les regardes, elles disparaissent en fait. Donc en fait tu peux jamais les regarder en face et tu ne vois que un bras, une jambe, des yeux, des cheveux qui pendent. Enfin, le truc hyper flippant franchement. Et elle va donc à Galant où elle est reçue par les domestiques et il n'y a plus que son cousin qui ne veut pas du tout d'elle et qui veut la faire fuir, qui veut qu'elle s'en aille, mais il n'y a plus de voiture, etc. Ils sont dans un coin paumé, donc en fait elle va y rester. Et au fur et à mesure des jours, elle va se rendre compte que la demeure est très hantée, mais qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a vraiment quelque chose qui est caché dans ce domaine, et notamment dans le jardin, il y a un mur
qui est là en plein milieu du jardin, on sait pas trop ce qu'il fait, on lui dit de pas s'approcher, et elle se rend compte en fait que les ghouls qu'il y a dans le domaine, ce sont des membres de sa famille en fait, de ses ancêtres, et voilà, il y a une sorte de mission qui est attribuée à sa famille, je ne vous en dis pas plus, mais c'était super, franchement c'était vraiment une très très bonne lecture. C'était juste, si vous aimez un peu vous faire peur, mais pas trop, voilà, on est dans le bon dosage. Moi, en livre, j'aime me faire peur. Pas du tout en film, mais en livre, ça me dérange pas. Et là, franchement, même les plus trouillards, je pense que vous pouvez y aller. Il n'y a pas de scène gore du tout. Il n'y a pas de scène, voilà, qui vous fait sursauter. Il y a vraiment juste une ambiance très très creepy, je vous dis, avec des créatures un peu fantastiques en fait, qui sont là et qui fait que ce roman et du fantastique, mais à part ça, c'est surtout l'ambiance qui est captivante, c'est c'est pas un univers qu'elle a inventé, puisque comme c'est du fantastique, on reste dans un monde assez terre à terre, à part, je vous dis, ces créatures-là que Olivia arrive à voir, à percevoir. On est vraiment dans une histoire vraiment chouette qui se construit au fur et à mesure. Il y a un climax qui est vraiment pas mal et une fin très sympa, même si elle est un petit peu frustrante, mais qui colle en fait à l'univers, un peu rapide je dirais. La fin est un peu rapide j'ai trouvé, mais sinon c'était vraiment chouette. Et je vous le recommande du coup, peu importe votre âge, sachez que ça reste voilà, de la jeunesse, mais c'était vraiment vraiment chouette. Et je vous dis, cette auteure, elle n'arrête pas de m'impressionner parce qu'elle elle est très forte quoi. Ensuite, je ne savais pas trop quoi lire et j'ai été marquée, vous savez, par Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, et j'avais envie du coup de découvrir un autre livre d'elle, et je me suis pris Enchantment of Ravens. Donc c'est le premier livre qu'elle a écrit avant celui que je viens de vous dire, ne me faites pas le reprononcer s'il vous plaît. Et pour le coup là aussi on est dans un univers très différent, donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. On va suivre Isobel, qui est une humaine, qui est une artiste et qui fait des portraits pour les fae. C'est une grande portraitiste, elle est vraiment très reconnue malgré son jeune âge. Le seul truc que je pense qui m'a un peu gênée, c'est qu'elle a 17 ans et genre elle est hyper réputée. Bon, on l'aurait vieilli de quelques années, on lui aurait donné un peu plus d'années d'expérience, ça m'aurait pas dérangé pour tout vous avouer, mais bref. Et un jour, elle va faire le portrait de Corneille, qui est le prince de la cour d'automne. Et quand il va ramener ce portrait dans sa cour, il va se passer quelque chose qui va faire que il va pas du tout apprécier. Et il va la kidnapper en quelque sorte pour l'amener dans le monde des fae, pour qu'elle soit jugée, pour que lui il puisse un petit peu retrouver de la crédibilité, parce que le portrait qu'elle a fait de lui, il n'était pas tout à fait à son goût. Enfin bref, je rentre pas dans les détails parce que pour que vous le découvriez vous-même. Et de là va commencer une sorte de petite aventure, même avant, hein, ça commence même avant quand Corneille arrive et qu'elle pose pour elle jour après jour. Franchement c'était vraiment super. L'univers des fae, ça m'a un peu fait penser évidemment à Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. On reste dans les mêmes critères où les fae sont vraiment en mode... Mais d'une manière un peu plus froide en fait que dans Sarah J. Maas, parce qu'ils sont très superficiels, ils sont là pour l'apparence. Par contre ils ne peuvent pas mentir, ils jouent des tours humains, ils en ont rien à faire puisqu'ils sont immortels et que pour eux une vie humaine ça représente, enfin ça n'a aucun intérêt. Et franchement c'était très chouette. Alors c'était pas aussi élaboré que Sorcery of Thorn dans le sens où c'était plus court, mais ça m'a pas dérangé du tout. Je trouve que c'était bien. Le seul point négatif je dirais c'est la fin qui était beaucoup trop rapide. Franchement ça aurait bien mérité une trentaine de pages de plus pour avoir un vrai épilogue quoi. Mais c'était vraiment bien franchement. Je sais pas comment vous dire d'autre, mais un bon roman de fantasy avec une petite touche de romance, avec des personnages un peu cocasses, un peu extravagant, avec des rebondissements, pas mal d'action-aventure en fait au final. Du coup voilà, à part une fin qui était vraiment trop rapide et trop précipitée, le reste c'était super chouette. Donc j'ai super hâte de lire du coup l'autre livre de cet auteur qui me reste, donc Vespertine, parce que j'aime beaucoup en fait ce qu'elle écrit.
Ensuite, très rapidement, je vous parle d'une nouvelle que j'ai lue pile à Halloween. En fait, c'est L'année du loup-garou de Stephen King. J'aime bien les rankings, mais clairement, j'avais pas envie de me taper un de ces pavés, alors que bon, j'ai pas trop de temps pour lire, vous l'avez compris, depuis que j'ai eu bébé. Donc bon, je me suis dit, allez, je vais quand même lire un ranking, mais plus court. Donc là, on est sur une nouvelle qui est un peu illustrée. Alors, les illustrations sont très gore, hein, donc j'essaye de pas trop tomber sur un truc gore, parce que sinon on s'en sort pas. Donc ça va parler d'une ville qui chaque mois se fait attaquer par un loup-garou à la pleine lune. Donc on suit mois après mois pendant un an la nuit de la pleine lune ce qui se passe. Et on voit les différentes attaques. C'est un roman qui a été écrit en 1984 je crois, enfin dans les années 80, donc du coup c'est vrai que ça fait vraiment, ça date un petit peu, ça a un côté un peu old school, mais en même temps on retrouve la marque, la patte de Stephen King, le côté très brut quand il décrit les scènes, quand il explique ce qui se passe et du coup j'ai bien aimé voilà, retrouver ce côté là de cet auteur qui est un maître incontesté de l'horreur. Là on est dans un truc un peu fantastique slash horreur quand même, faut le dire, et on essaye un peu de deviner comme ça qui est le loup-garou, et ensuite quand on sait qui il est, on attend de voir ce qui va lui arriver quoi, parce que bon, le mec il tue tout le monde de manière impunie, voilà. Donc c'était plutôt chouette. C'est une nouvelle, hein, elle fait dans les 80 pages, donc on n'a pas le temps, une centaine de pages, mais franchement vous retirez les illustrations, ça fait dans les 80 pages quoi. Mais on n'a pas le temps du coup de vraiment construire les personnages ni de s'attacher à eux. Mais ça reste une bonne incursion. Donc si jamais vous avez par exemple jamais lu de roman de Stephen King, mais que vous avez envie de voir un peu ce que donne sa plume, je pense que ça peut être une bonne incursion, une bonne manière de découvrir. Et allez, on termine avec là aussi une très bonne lecture. Franchement, il y a eu vraiment de très bonnes lectures là dans cette habit de lecture, je suis contente. C'est Virginie Grimaldi, et que ne durent que les moments doux. Vous savez, j'aime lire un livre de Virginie Grimaldi par an, et ben là j'ai pas eu le temps pendant l'été, donc je l'ai lu là récemment, et j'ai adoré. Alors autant celui sur les personnes âgées qu'elle avait écrit juste avant, j'avais pas adhéré, j'avais été assez déçue, pour moi c'était pas du tout crédible. Autant là, on sent en fait qu'elle a vécu le truc quoi, parce que elle le dit à la fin que ça lui arrivait vraiment. Et j'ai trouvé ça mais d'une justesse, d'une tendresse, mais en même temps on est hyper pudique dans le récit et en même temps c'est hyper touchant. Franchement c'était vraiment super, ça se lit en 2-2. On va suivre deux femmes, Lily qui vient d'accoucher, enfin, et qui a accouché d'une petite fille prématurée. Et on la suit à l'hôpital, on suit ses doutes, on suit ses peurs, c'était très émouvant. Et on suit aussi Élise qui est une femme qui a la cinquantaine et qui voit en fait ses deux enfants quitter le nid et qui se retrouve toute seule et qui sait pas quoi faire de sa vie en fait. Et du coup c'était vraiment chouette, franchement j'attendais le moment où elles allaient se rencontrer et j'ai trouvé ça génial la manière dont l'auteur conclut un peu leur récit, je m'attendais pas. C'était vraiment super touchant, un petit bonbon mais à la fois hyper poignant vous voyez, mais en même temps pas du tout tire-larme. C'était, je vous dis, hyper juste, hyper équilibré, hyper bien dosé dans l'écriture, dans les sentiments que l'auteur veut nous renvoyer. Donc j'ai vraiment kiffé. Je l'ai lu pendant le long week-end de novembre, là vous savez quand on avait le pont du 11 novembre. Et je me suis régalée, je l'ai lu en 2-3 jours. Les chapitres sont très courts, c'est très rythmé et on s'ennuie pas, il n'y a pas moyen de s'ennuyer. Donc voilà. Après forcément je viens d'être maman, donc le sujet de la maternité ça m'a beaucoup plus touchée que certains autres de ses romans. Peut-être que c'est pour ça aussi, mais je l'ai trouvé vraiment chouette et j'ai retrouvé la Virginie Grimaldi que j'aimais, vous voyez. Il a manqué peut-être une pointe d'humour qu'il y avait dans ses autres livres. Effectivement c'est pas son livre le plus drôle, mais le sujet fait que c'est normal aussi en même temps. Donc si vous avez envie de lire un livre très poignant, très mignon, très tendre, foncez. Foncez. Voilà pour cette update lecture, j'en ai terminé, vous voyez, il y avait de quoi faire et franchement il y a de très bonnes lectures parmi
tous ces livres. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de les lire ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé à votre tour, parce que ça m'intéresse d'échanger avec vous et de voir aussi votre ressenti. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, etc. La chaîne en ce moment, vu que je poste moins régulièrement, elle vivote un peu, donc ça peut vraiment faire la différence si vous aussi vous êtes actif. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.